Les États-Unis d'Amérique, en 1934, un pays au bord du gouffre, vibrant d'une énergie désespérée, comme nos trois investigateurs. La Grande Dépression, déclenchée par le krach de 1929, broie l'Amérique depuis 5 ans. Un Américain sur 4 est sans emploi. Des millions de chômeurs errent dans les rues. Survivent grâce à des soupes populaires, des files interminables devant les agences d'aide. Les banques sont en faillite. Le chaos existerait peut-être sans Franklin Delano Roosevelt, élu en 1932, et son New Deal. Dans les villes, la pègre prolifère, profitant de la misère humaine. Al Capone purge une peine de prison à Atlanta depuis 10 ans maintenant, mais a été remplacé dans les grandes cités et les grandes métropoles américaines. C'est une société en pleine mutation. La culture populaire explose. Hollywood produit des dizaines, des centaines de films. Et pendant ce temps, l'Europe est un baril de poudre. L'Europe vacille entre crise économique en Allemagne, la misère en Italie, la montée des extrêmes. Hitler vient d'éliminer ses rivaux dans ce qui sera appelé plus tard peut-être la nuit des longs couteaux. Mussolini rêve d'empire, Staline déclenche les purges. L'isolationnisme domine, USA et Europe de l'Ouest ferment les yeux. Et pendant ce temps, nous allons nous retrouver à New York. Oui, nous sommes à New York, pendant cet automne 1934, à New York, où l'automne est tombé, les premiers frimas de l'hiver sont là. Et nous nous retrouvons dans, que certains appellent The Big Apple, nous retrouvons nos trois investigateurs. Mais ce soir-là, ils ne sont pas dans leur appartement respectif. Car, alors que la nuit est tombée, une limousine est venue chercher l'agent Talley. Alors qu'une autre limousine est venue chercher Richard von Litterman et Edward McPaul. Oui, ils ont reçu pas plus tard que la veille un télégramme. Un télégramme envoyé par Janet Winston Roger, leur demandant de la rejoindre. Il n'y a pas de lieu, on viendra les chercher en limousine à 7h, 19h précis. Et c'est le cas. Nous les retrouvons chacun dans leur limousine, deux limousines qui traversent la grande cité new-yorkaise et qui va finalement très rapidement quitter la cité pour se rendre dans le New Jersey et une campagne. La campagne, jusqu'à arriver devant les grilles. Devant les grilles de ce que vous pouvez reconnaître être un aéroport. La nuit, cependant, important à noter, le soleil se couche, peut-être au loin, alors que la limousine va vous laisser Richard, Edward, devant les grilles de cet aéroport. Les grilles sont fermées. Aéroport plus aérodrome qu'aéroport, devrais-je dire. La limousine, une fois qu'elle vous a déposé, vous êtes Richard et Edward sous un réverbère. Imaginez cette lampe là qui éclaire l'entrée, enfin l'entrée fermée, puisque la grille est fermée, de cet aérodrome. Lumière blafarde, peut-être, alors que la limousine redémarre et quitte les lieux sans que le chauffeur vous ait adressé plus qu'un mot, qui a consisté à vous dire bonsoir. 10 minutes plus tard, une autre limousine apparaît, se gare non loin de vous, Richard et Edward, pour laisser descendre une femme. La limousine redémarre. Agent Talley, ou Talley, tu te retrouves là, à l'entrée d'un aérodrome, même pas sur le tarmac, vraiment sur la route, engoudronnée quand même. Il y a deux hommes qui sont ici, mais devant une grille fermée.
l'aérodrome est fermé à cette heure-ci, les vols de nuit n'étant pas encore à cet endroit réguliers. Que faites-vous? Bien le bonjour, Mrs. Bonjour, enfin bonsoir. Ce n'est pas vous que nous attendions, nous sommes ravis de vous rencontrer, je vous dirige vers toi. Je m'approche également, je viens de serrer la main. Tu serres la main, je prends la main délicatement et je lui fais un semblant de baisement. Je suis peu habitué à ce genre de considération, je dirais. Clairement, tu vois que je suis pas quelqu'un de la haute société, hein, bien que je sois habillé de manière assez correcte, je porte un tailleur, les cheveux courts, brunes, assez jolie, mais un peu froide au premier abord, un peu pète sec presque, on pourrait dire. Vous aussi, vous aviez rendez-vous avec Miss Winston Rogers? Oui, enfin j'oublie toutes les politesses. Je me présente, je suis Richard von Litterman. Un homme qui est habillé avec un complet à rayures, une légère moustache et cet air malicieux qui est caché derrière ses beaux yeux bruns. Je vous présente mon majordome, Edward. Bonsoir, madame. Enchanté, agent Tala Seawolf. Il m'accompagne partout, c'est un petit peu mon garde du corps. Ou alors on pourrait dire... mon majordome, monsieur. Oui, majordome, c'est bien. C'est bien, oui. J'ai tendance un peu à l'oublier de temps en temps. Et nous sommes comme vous, nous attendons Miss Walter. Winston. Monsieur, nous avions rendez-vous à quelle heure? 7 heures à la limousine, mais je crois que l'heure n'a plus d'intérêt ici maintenant que nous avons pris la limousine. Effectivement. Personnellement, la seule chose que m'a demandé Janet, c'était si j'avais des vacances de prévues. J'ai l'impression qu'elle souhaite nous emmener quelque part. Je n'ai pas prévu de valise. Edouard, vous avez prévu des valises, quelque chose? Non, monsieur. Ah, c'est bien dommage. Vous ne m'aviez pas dit qu'on devait voyager? Ça dépend même en même temps. Hein. Et je vous pensais plus prévoyant que ça. Je vous avoue que je n'ai pas prévu de valise non plus. Je ne pensais pas que nous allions partir tout de suite. En tout cas, moi, je regarde s'il n'y a pas un portillon un peu à l'écart du portail principal. Tu vas justement trouver un portillon, mais tout est clos, et point de trace de madame ou de lady Janet Winston Roger. Et l'aéroport est à l'intérieur, enfin l'aérodrome, pardon, est quasiment, enfin il est désert, il y a quelques lumières, mais à un moment donné vous allez voir un véhicule venir, peut-être vous voyez plus loin un ballon, enfin ce qu'on appelle un dirigeable peut-être, mais un petit, hein. Pour le coup, une voiture passe, il y a deux personnes qui descendent du véhicule, une espèce de jeep pseudo-militaire, ouvrant avec une clé la porte. Ils font passer la jeep, ils vous regardent un peu étonnés que vous soyez là, et puis ils referment les portes, referment à clé les portes, puis ils remontent dans le véhicule. Excusez-moi, messieurs. Excusez-moi. Ouais. Nous avons rendez-vous avec Lady Walter Wilson. Lady Walter Wilson, elle connaît pas. Oui. Lady Winston Rogers. Lady Winston Roger. Ah ouais, elle connaît Oui. pas non plus. Il vous regarde parce que vous êtes bien habillé. En tout cas, il y en a un qui s'y pas. Vous avez dû vous tromper, gentleman. Ici, c'est l'aérodrome. Ouais. On nous a conduits ici. Peut-être, mais il n'y a plus personne. Enfin, il n'y a plus que quelques vigiles. En tout cas, la bonne soirée, messieurs, dames. Il remonte dans sa jeep et puis on se repart. On part certainement vers une ville ou un village.
Et Tu disais vous qu'il y avait un laissant comme ça, dirigeable aussi. il y a un Pardon, tu dirigeable. disais qu'il y avait un dirigeable au loin. Ouais, c'est exactement sur l'aérodrome. Il y a un dirigeable. Il a atterri ou il est en Il a train atterri, d'arriver? oui. Il est, j'allais dire amarré. Mais oui, il a atterri complètement. Ok. Je regarde les autres, je dis, est-ce que vous pensez que ça pourrait être le moyen de transport de Lady Winston Rogers? Peut-être. Je ne sais pas. J'avoue que louer deux limousines pour nous emmener ici et nous faire poireauter, je suis un peu déçu. Est-ce que je vous proposerai une cigarette? Avec plaisir. C'est une blonde, hein. Parfait. Je lui donne, j'ouvre mon étui à cigarette, je propose une blonde et tu vois que j'en propose une à Edouard. Merci, monsieur. Je ne fume pas. Ah bah écoutez, j'essaie à chaque fois, il ne se laisse pas corrompre. C'est mieux. Je bois. Le briquet illumine vos visages, hein, et vous réchauffe un peu parce que, mine de rien, vous pensiez peut-être aller en ville, vous n'avez pas forcément pris une grosse veste, vous resserrez un peu vos chemises, et pour l'instant, personne ne vient, mais il y a quand même une activité, vous voyez un hangar, un peu à l'écart des bâtiments principaux, qui lui est éclairé, et il y a quelque chose à l'intérieur, ouais, vous avez l'impression de temps en temps de voir des formes passer aux fenêtres. Enfin, c'est un hangar, hein, donc c'est pas des énormes fenêtres. Et surtout, cet hangar a une particularité. Alors, vous n'êtes pas des spécialistes des aérodromes, mais vous avez l'impression que tout le haut du hangar est vitré. Comme si, en fait, le plafond, enfin le toit, hein, était vitré. Derrière. Donc c'est là où vous voyez des lumières, en fait. Bon, bah écoutez, elle tient comment la porte, c'est un cadenas? Alors, Écoute, c'est une serrure, et il y a un Ouais. portillon à côté, puis de quoi faire passer des véhicules hein, sur un grand grillage, Ouais. et un portillon. Essayons d'ouvrir le portillon déjà pour voir. Je m'approche. Nous ouvrir ceci, peut-être. Il est peut-être ouvert. Bah ouais. C'est pour ça que je dis je m'approche du portillon et j'essaie d'ouvrir la porte. Enfin, d'enclencher la porte. La porte s'ouvre, en fait. Hein. Bah ouais, voilà. Tout simplement, la porte Tout, s'ouvre, mais c'est déverrouillé. Hein. C'est-à-dire qu'il y a, en fait, ça doit être fermé à clé. Là, c'est présentement déverrouillé. Bah, c'est parce qu'on nous attend en fait. Bon, on referme derrière nous. Plutôt, je les laisse passer. Et moi, je commence à me diriger vers le hangar. Je dis peut-être que les gens là-bas pourront nous indiquer où nous Ok, rendre. tu t'approches de ce... Ouais, c'est un hangar, hein. C'est exactement le terme. Et comme je vous dis, c'est éclairé, mais vous voyez vraiment en fait que c'est une verrière au-dessus. Et vous entendez, il y a de la musique. Il y a de musique. Comme si on avait mis un tourne-disque, ou une radio peut-être. Peut-être une radio. Ah bah, En je suis tout cas, bien content d'être bien habillé pour ce soir. Hmm. Il y a de la musique, c'est peut-être un bal. Un bal dans un hangar. Beaucoup peur. Hein. À Paris, j'ai fait des balles dans les catacombes. Et c'est cette musique Oui. là qui résonne. On a mis, oui, c'est un phonogramme, hein. Un phonographe. Que vous entendez, c'est calme, c'est pas du tout l'ambiance d'un aérodrome. Et il y a une porte hein, qui est là, une porte en bois. Pour le coup, le hangar, quand vous êtes proche du hangar, vous voyez que il est neuf, hein. Neuf, nickel, du bois. Et puis cette verrière, comment on a fait? Et une grande porte latérale pour faire rentrer peut-être un avion, pas un gigantesque avion, mais en tout cas un avion. Et puis plusieurs portes pour rentrer dans ce hangar, dont une petite porte avec un petit perron en bois sur lequel vous pouvez monter sans problème, bien sûr. Et allons d'ailleurs, frapper à la porte. au moment où vous approchez, la porte s'ouvre, pas avec violence, mais avec douceur, et vous voyez un homme.
un homme, c'est clairement son visage, hein, un pilote d'avion, c'est le moins qu'on puisse dire. Il a les lunettes d'aviateur, une casquette d'aviateur, ce côté un peu mal rasé qui fait de lui un air un peu baroudeur, des yeux très très perçants qui vous regardent, et il dit Miss Weston, vos invités sont là, et il vous fait signe de rentrer. Ceux qui ont un peu de vigilance ou qui voient bien que l'homme est armé. Pas dans sa main, hein, mais il a un holster. Oui. Et certainement un revolver. La musique diminue, car certainement la personne ou la femme qui est à l'intérieur vient d'enlever le disque. Et vous allez vous retrouver dans un hangar. La lune brille. Il y a un avion dans ce hangar, mais surtout de bibliothèque, un tapis qui a été posé au sol, une chaise, et un fauteuil. Et assis sur le fauteuil se tient, pour ceux qui l'ont déjà vu, Miss Janet Winston Roger, en personne. Elle a un verre à la main, et d'ailleurs sur une petite table à côté, une bouteille de vin est ouverte. Elle semble patienter en lisant un livre, et elle ne se lève même pas quand vous rentrez. Elle vient d'éteindre un gramophone, et vous regarde vous avancer. Moi, je laisse les hommes... Celui qui a l'air d'être un lord s'approcher en premier. Mes respects, Lady Woodson. Je me dirige vers elle et je cherche un autre siège. Elle te regarde. Richard, ça fait bien quelques mois que nous nous sommes vus. C'est un plaisir. J'espère partager de vous voir. Je vois que vous n'êtes pas venu seul, vous êtes venu avec Monsieur McVoy, si mes informations sont correctes. C'est cela même, madame. Elle décide de se lever à ce moment-là et de s'approcher vers toi, vers vous, devrais-je dire, et de vous saluer de la tête, tout en tendant sa main droite pour vous serrer la main en fait. Moi, je lui serre la main et elle sent que j'ai une poigne assez prononcée quand même. Elle te regarde sans ciller, même si elle sent que c'était fort, mais elle va se tourner. Madame, agent fédéral Tali, devrais-je dire. Lady, Winston Rogers, ravi de vous revoir. Et elle va aussi te serrer la main. Je lui serre la main, bien sûr, hein, sans problème. Est-ce que je devrais dire amicalement? Vous retrouvez, vous entendez un chat miauler dans un coin. Il y a un tableau avec des plans de réparation certainement, et puis un avion qui est là, qui a été rentré, hein, bien entendu, peut-être pour la nuit. Un avion, mais qui a l'air complètement neuf, là c'est sûr. Merci d'être venu. Je suis très content de votre venue. Devrais-je dire plus qu'heureuse, vous savez peut-être qui je suis. Dois-je me présenter peut-être pour vous, Monsieur McVoy? Oui, éventuellement, cela m'intéresse de savoir pourquoi nous sommes là, oui. Je suis Miss Winston Rogers. Vous, peut-être, vous ne connaissez pas. Je suis la fille de, malheureusement, d'un père qui est récemment décédé. Je suis donc son héritière.
et mon père avaient construit une fortune dans un empire, devrais-je dire, dans la pharmacologie, dans les pharmacies, les produits pharmaceutiques. Et j'ai épousé, il y a quelques années, Mr. Rogers, qui est malheureusement... Et vous la sentez un peu contrit, en tout cas pas à l'aise, quoi. Et malheureusement décédé, je suis donc veuve. Mes Et mon condoléances. père est... Oui, monsieur McBroy. Je vous disais mes condoléances, madame. De décès si proche. Elle te regarde, elle est presque surprise de la compassion que tu peux... Merci, monsieur McBroy. Enfin, merci. Peut se rendre compte de la douleur qu'il est de perdre en si peu de temps son époux, son amant et son père. Continuez. Je ne vous ai pas invité par hasard, enfin, ce n'est pas ni un bal de charité. Elle va te regarder, agent Ali. Ni une vente aux enchères. Car vous devez savoir que j'ai rencontré, enfin peut-être le savez-vous, monsieur McBoy, que j'ai rencontré monsieur von Letterman. Enfin, dit-on monsieur von Letterman, je n'ai pas les us et coutumes de la vieille Europe. Appelons peut-être, si vous le souhaitez, Richard. Très bien. Richard. Alors que quelques mois après le décès de mon père, quelques semaines après le décès de mon père, vous avez fait l'acquisition, Richard, d'une belle collection. Magnifique collection. Je me lasse pas de cet achat qui est sûrement l'un des meilleurs que j'ai fait dans ma courte carrière d'antiquaire. Et en même temps, pendant qu'elle parle, hein, je l'écoute d'une oreille et j'observe en fait tout le hangar. Tu me dis qu'il y avait une bibliothèque. Il y a sûrement peut-être des caisses numérotées avec des informations dessus que je peux glaner par-ci par-là. Tout ça, je fais ça discrètement pour voir, pour me rendre compte un peu ce qu'il y a dans la pièce. Ok. Tu vas glaner quelques informations qui sont que c'est un hangar un peu particulier, clairement c'est son hangar pour son avion, et que ces livres-là sont des livres juste pour passer le temps en fait, hein, des romans, des nouvelles, et que les caisses sont des caisses de matériel de réparation d'avions. Ça doit être tout simplement son avion personnel, et elle doit venir ici pour prendre l'avion et décoller et rejoindre peut-être d'autres de ses résidences. Quant à moi, je m'écarte un petit peu. Tu sais, je vois que sur les deux tableaux là, il y a deux tableaux noirs sur lesquels il y a des choses inscrites à la craie. Alors Ouais. furtivement, je regarde s'il y a quelque chose de particulier dessus. Ça a l'air récent. C'est récent. En fait, c'est des schémas de réparation mécanique d'avions. D'accord. Donc ça doit être le mécanicien qui a noté ce qu'il est réparé. Alors c'est encore assez artisanal la réparation, l'entretien d'avion. C'est pas de l'ingénierie, donc tu comprends pas grand chose, mais voilà, tu vois clairement que c'est des pièces d'un avion. Moi, j'ai des toutes petites notions en mécanique, mais Ce qui te assez permet pour en fait de comprendre, comprendre ça. ouais, Voilà. ouais. J'ai une question. Le pilote est toujours là? Le pilote s'est assis sur la chaise à côté, Ok. alors que vous êtes debout. Du coup, je me tourne en fait dans la direction du pilote et je lui dis: Et vous êtes monsieur? Il est un peu surpris plus qu'un peu surpris, que tu l'interpelles. Il regarde avec étonnement et regarde sa maîtresse au sens sa patronne. Oui. Qui acquiesce. Je suis Frank Kearns. Je suis le pilote personnel et on m'a tout faire. Franck, comment tu m'as dit? Je le note. Frank Kearns. Kearns. K-E-R-N-S.
Kearns. On s'en fout. Très bien. Frank Kearns, pilote. Très bien. Je vous remercie. J'aime savoir à qui j'ai affaire. Et il a vraiment il a le regard franc. Hein. Il te regarde, il inspire confiance. Mais c'est le cas aussi de Janet que certains ont déjà rencontré. C'est quelqu'un qui a bonne réputation, une femme d'affaires maintenant, hein, au regard sombre. Elle a un tailleur. Hein. Ça a pas du tout, surtout quand elle vous a serré la main, elle a pas du tout, vous avez pas du tout l'impression d'une femme attristée, ni d'une femme qui semble avoir de la poigne. Il semble. Bon, moi, je la connais pas particulièrement, mais j'en ai entendu parler dans la presse. Non, elle a pas de. Non. Comme ça là, c'est pas suffisamment connu. Elle fait pas la presse people, ça c'est sûr. Donc, tu connais pas. Après, tu peux t'en rappeler puisque ton employeur était allé peut-être avec ou sans toi à une vente aux enchères du bien du défunt père de Janet, de Monsieur Walter Wist, décédé il y a quelques semaines à peine, quelques mois. Franck, oui, monsieur. Moi, je l'ai vraiment senti affecté quand elle a parlé du décès de son mari et de son père. Tu as senti, tu es un peu psychologie, toi. T'as l'habitude de voir en plus par les coulisses les gens dans leur souffrance personnelle qui cachent. Hein, souvent la haute société cache. T'as senti que ça l'a touché. Il y avait l'émotion quand elle a dit ça. C'était pas. Ou alors c'est une très bonne comédienne. Mais c'était un instant, elle a essayé même peut-être de le cacher, t'as senti qu'elle était très affectée par la mort de son mari et de son père. En même temps, hein. Et vous savez pas d'ailleurs comment ils sont morts. Richard et tu sais qu'il est mort de mort naturelle, hein. D'accord. De vieillesse. Si on peut appeler ça la vieillesse. Franck va donc vous servir de quoi boire et puis pousser peut-être quelques caisses. Il n'y a pas grand-chose à part ce tapis pour que vous puissiez vous asseoir, être un peu plus confortable. Janet va reprendre la parole. Je vous remercie d'être venu. J'aimerais déjà que vous compreniez pourquoi je vous ai fait venir. Je souhaite vous confier une mission. Cela sera naturel pour l'agent Ali qui est en vacances et dont je connais les compétences d'enquêtrice. Et cela semblera certainement naturel à Monsieur Von Litterman qui, derrière son habileté naturelle à négocier des biens exceptionnels, et plein de ressources. Alors, elle va faire longue cette fois. Le mot plein de ressources va être très long et plein de ressources. Plein de ressources. Je souris légèrement. Elle te regarde et tu sens bien que elle a dû faire son enquête sur toi entre la vente et maintenant. Il n'y a pas, il y a pas de signe dans son regard particulier. Il n'y a pas de jugement dans son regard. C'est juste elle énonce des faits et je vous ai fait venir parce que je connais vos compétences et certainement la complémentarité. L'affaire dont je vais vous entretenir est une affaire que je souhaiterais est une affaire personnelle déjà intime. D'accord. Et que je souhaiterais garder au secret. Et je sais que vous, et elle va t'inclure, Edouard, dedans. Vous saurez garder au secret ce que vous pourriez découvrir. Avant de continuer, il me semble important de vous dire que je mettrai bien entendu mes moyens et vous serez payé pour le temps que vous allez passer à m'aider. Je vous le dis, c'est une affaire personnelle, très intime. Et c'est pour ça que
Je veux pas en parler à des proches collaborateurs, ni même à ma famille proche, ni même aux forces de l'ordre officielles, car je ne sais pas. Nous pouvons en découvrir. Si vous voulez en savoir plus et si vous êtes intéressé pour m'aider, sachez que je saurai vous remercier. Généreusement. Que ce soit par mon entre-gens, ma capacité à pouvoir vous aider dans vos affaires futures, ou Monsieur McVoy assurer pour vous et les vôtres une retraite confortable. Anticipée. Je souris et je m'incline de la tête. Très bien. Tout cela n'est pas qu'une question d'argent, bien sûr, mais nous sommes aux Amériques, et aux Amériques, tout s'achète, tout se vend. N'est-ce pas, Richard? Le rêve américain. Le rêve américain. American Dream, oui. Peut-être, si vous acceptez de m'aider, à la fin, bien entendu, quand je vous aurai exposé le fond de l'affaire, vous serez libre de vous retirer, et je vous demanderai juste, bien entendu, le plus complet secret, si vous ne souhaitez pas participer et m'aider. Et si vous êtes d'accord. Elle attend que vous acquiescez, hein, si vous acquiesciez, bien sûr. Moi, j'acquiesce. Je suis de la conversation avec curiosité. Je vous avoue que ma curiosité est piquée aussi. Frank Kearns va sortir 3 papiers avec 3 stylos et va vous venir faire signer un accord de confidentialité. Et alors, aux États-Unis, c'est déjà très avocat. Bien sûr. Vous le lisez, vous voyez que en fait, c'est relativement simple. Hein, ça vous demande de garder le secret sur cette affaire et que si vous le faites pas, vous serez passible. Ça a l'air un peu sérieux quand même, mais c'est relativement. Moi, je le signe sans hésiter parce que de toute façon, je fais partie du FBI, donc tout ce qui est confidentialité, je connais. Hein, donc, il n'y a pas de souci avec moi. Tout en signant, je lui dis ne vous inquiétez pas, Lady, votre secret sera bien gardé. Moi, je signe par réflexe parce que de toute façon, je n'accorde aucun intérêt à ma signature. Moi, je lis quand même sérieusement le document avant de le signer. Et tu ne trouves pas de choses particulières, c'est relativement clair, hein, c'est-à-dire que tu es tenu au secret de cette affaire, que tu y participes ou pas, et tu t'engages à ne pas le révéler ni à la presse. Alors ils disent toute la liste, ils essaient de lister tout, voilà, ta famille, machin. 1h30 plus tard. Voilà, non, il n'y a pas 53 pages, mais c'est... Donc il n'y a pas l'air d'avoir de piège. En tout cas, c'est pas... Après avoir récupéré les documents, Janet se détend un peu. Il faut que vous compreniez pourquoi elle signifie tant que pour moi cette affaire. Je devrais commencer peut-être par le commencement. Et elle se met bien dans son fauteuil, sirotant son vin. Mon père était un homme obstiné, presque possédé par ses recherches. Après la guerre, il a fait fortune dans les produits pharmaceutiques. Puis il a tout mis de côté pour voyager à travers le monde, à étudier le folklore, les croyances anciennes, puis l'occulte. Au début, nous pensions avec ma mère qu'il ne s'agissait que d'excentricité, vous voyez. Mais très vite, cela a pris toute sa vie. Oh, c'était il y a plus de 15 ans maintenant. 16 ans. J'étais plus jeune. Il disait parfois, quand il revenait de ses voyages, qu'il combattait quelque chose, mais refusait de nous dire quoi. Combattre quoi? Quoi? C'était la question. J'étais bien jeune, et ma mère me protégeait. C'était en 1924. Cette année-là, toute cette année-là, il a presque entièrement disparu de la maison. Il passait son temps en voyage, dans des réunions
secrète avec des gens qu'il n'avait jamais fréquentés auparavant. Ma mère et moi savions qu'il était mêlé à des affaires dangereuses. Ma mère pensait que il trafiquait peut-être de l'alcool. La prohibition n'était pas encore levée. Mais mon père restait silencieux, sombre, silencieux. C'est à cette époque qu'il a commencé à parler de mauvaises personnes. Des personnes qu'il devait surveiller, de forces qu'il devait traquer. Puis il y a eu cet été, ce mois d'août 1924. Je me rappelle, c'était il y a plus de 10 ans maintenant, mais je me rappelle, quelque chose s'est produit, quelque chose d'assez terrible pour briser mon père. Papa, mon père, le briser. Du jour au lendemain, il a cessé de voyager, vous comprenez? Il a coupé les ponts avec ces personnes qu'il avait rencontrées, il a brûlé. Je me rappelle, il a brûlé une partie de ses livres. Dans la grande cheminée. Nous étions au mois de septembre, il faisait encore chaud. Ma mère pleurait alors qu'il brûlait ses livres. Il a hurlé sur ma mère, il a hurlé sur moi. Qu'on ne lui pose plus la moindre question. Jamais. Ma mère, Dieu ait son âme, elle avait commencé à boire, à trop boire. Voyant que mon père s'éloignait, elle a sombré dans l'alcool pour supporter ce silence, cette peur permanente que mon père devienne fou. Les années ont passé et ma mère est décédée il y a 2 ans. Elle est décédée d'un mal qui le rongeait, l'alcool, la peur, le non-dit, le pire des mots, le secret, au sein de la famille. Et puis, mon père, à ce moment-là, est devenu encore plus paranoïaque, replié sur lui-même, jusqu'à ce qu'il y a quelques mois, sa santé décline. Cette année, j'ai vu de mes yeux l'homme qui a toujours été un modèle pour moi, l'homme qui m'a accompagné le jour de mon mariage. J'ai vu de mes yeux l'ombre de l'homme qu'il avait été, l'ombre de cet homme, l'ombre de l'homme qui n'était plus. Elle se reprend un peu, il y a même Franck qui la regarde et qui allait faire un geste pour peut-être l'apaiser, mettre sa main sur son bras, mais il s'y refuse, peut-être. Vous voyez bien que la connivence entre les deux, de l'amitié peut-être, de l'affection de l'homme vers sa patronne. Mais excusez-moi, excusez mon emportement, sachez que cela me touche profondément. Peut-être... Richard, comprenez-vous que quand on perd sa famille, on perd tout. J'acquiesce. Monsieur McVoy, peut-être vous aussi. Dans ce que vous avez vu, vous comprenez, perdre ses parents, c'est aussi être les prochains à partir, être les détenteurs d'un héritage. Mais je ne possède pas tout l'héritage. Je possède la fortune, mais je ne possède pas la connaissance. Qu'est-ce qu'il s'est passé il y a 10 ans, qui a terrassé mon père, son moral et sa ténacité? Vous voulez en savoir plus sur les raisons de sa mort, de son déclin? Sa mort, les médecins l'ont bien dit, une crise cardiaque, mort naturelle. J'ai explicitement demandé, parce que maintenant on peut faire une autopsie, mais il n'y avait rien. Les médecins m'ont juste dit que l'homme était épuisé, que mon père était épuisé d'une vie à cacher un secret, à se cacher, à se terrer. Il ne bougeait plus. Il dirigeait ses affaires depuis notre demeure sans plus sortir. Il ne voyait plus personne, même les membres, même ses cousins, même sa famille n'étaient plus admis. Il n'y avait plus que ma mère, moi, et moi de temps en temps, car j'ai vite quitté le cocon familial qui n'était plus un cocon pour me marier. Notre histoire. Et madame, vous dites qu'il a brûlé tous ses livres, mais avez-vous au moins l'ombre d'une piste?
vous êtes plus perspicace que votre titre laisse que penser, Monsieur McVoy. Après la mort de mon père, nous avons fait une ventouse. Elle va te regarder, Richard. Les rapaces sont venus se rassasier de la richesse de Walter. Elle va utiliser le prénom de son père, peut-être pour se distancier de celui-ci. Et une fois que les rapaces sont partis, j'ai découvert des lettres. Dans le cabinet, alors que j'avais décidé d'enlever les meubles, j'ai trouvé une liasse de lettres. Et elle va sortir d'un attaché case en cuir, gravé à ses initiales, elle va sortir un paquet de lettres. Dans les enveloppes encore, mais ça a été ouvert, bien entendu. Toutes ces lettres proviennent d'un certain Douglas Henslow. Un homme passe. Oh, elle va les poser sur le guéridon, en attendant peut-être que vous acceptiez ou non, bien entendu, à faire. Un homme qui avait manifestement travaillé avec mon père jusqu'en août 1924. Vous verrez que, d'après les cachets, Henslow écrit depuis Savannah, en Géorgie. Excusez-moi, je n'ai pas bien entendu son nom de Henslow. la personne avec qui... En tout cas, les lettres viennent de Savannah, le cachet. Et vous allez voir, dans ces lettres, que Douglas Henslow suppliait mon père de répondre, d'expliquer ce qui s'était vraiment passé, de parler des gens impliqués, des choses qu'ils avaient vues. Mais il semble que mon père n'a jamais répondu, ou alors s'il n'a répondu, je ne sais pas. Il a gardé ces lettres, c'est sûr. Il les a lues, c'est sûr. Il les a conservées près de lui, derrière son cabinet, comme un rappel peut-être. Elles sont datées, ces lettres? Elles sont complètement datées, puisqu'il y a un cachet. Et quand tu poses la question, elle dit la dernière a été reçue quelques semaines avant la mort de mon père. C'est tout ce que j'ai maintenant. Des lettres d'envoyés de Savannah. Oh. Et un homme, Douglas Henslow, dont je ne sais presque rien, mais qui, je le sens, connaît peut-être plus sur ce qui est arrivé en 1924. Ce que je veux vous demander, vous comprenez que c'est extrêmement intime. Je veux comprendre dans quoi mon père s'était embarqué, ce qu'il a pu faire. Et ce qu'on va découvrir me plaira peut-être pas. Et si je dois aujourd'hui lui demander pardon, peut-être lui rester fidèle. Je veux savoir s'il a laissé une œuvre inachevée ou une menace derrière lui. Que votre père a tout brûlé, mais votre père gérait un empire pharmaceutique, sûrement une fortune personnelle. Il serait peut-être intéressant que nous voyions ses dépenses pendant ses absences. Il devait sûrement avoir un livre de comptes ou quelque chose qui nous aiguillerait sur les différents endroits qu'il a pu visiter. Est-ce qu'il a été à Savannah en Géorgie ou ailleurs dans le monde? Et si les dépenses ont été incongrues ou du moins non légitimes, ça nous aiguillerait. Car l'argent... Vous savez, Richard, on peut faire dire ce qu'on veut à des cahiers de comptes. Oui, je le sais. Je m'en doute. C'est pas moi qui fais mes comptes. Depuis la mort de mon père, j'ai bien entendu récupéré l'intégralité de l'entreprise et j'ai demandé. Bien sûr, il s'avère que mon père avait certainement, nous étions après la guerre, une comptabilité à part et tout se passait en liquide. Il semblerait aussi que les personnes
qui l'ont accompagné avant 1924 avaient aussi des moyens. En tout cas, je n'ai rien trouvé, parce que j'ai regardé, il n'y a pas eu de détournement. Alors, elle baisse un peu les yeux, hein, parce qu'elle y a pensé. Hein. Mon père n'a pas détourné d'argent, il n'a rien trouvé d'illégal dans les comptes. Mais la prohibition, l'après-guerre, les comptes... Elle te regarde, Richard, et elle sait bien que tu peux comprendre ce que ça veut dire. Ça se falsifie. Oui, bien sûr. Je la regarde droit dans les yeux quand elle me dit ça. Ça se falsifie. Par contre, madame, pendant l'année où il a disparu quasiment de chez vous, en 1924, ça Oui. Dans ses cahiers de compte, il a dépensé de l'argent à quel endroit? Vous avez différents lieux, Je n'ai pas... des Malheureusement, transferts vers différents amis ou... Non. Ce qui est sûr, c'est il n'y a rien dans la comptabilité, ni de l'entreprise, ni des entreprises, pas qu'elle parle des entreprises, ni personnel. Après, vous savez que il y a beaucoup de cash qui circulait, ou de l'or, ou d'autres moyens de paiement, et que c'est toujours pas difficile d'ailleurs de pouvoir tout payer en cash et ne laisser aucune trace. Mais d'ailleurs, on laisse aucune trace, même en 1934. Oui. Est-ce que vous accepteriez de vous occuper de cette affaire? Sans hésiter. Je vous avoue que ma curiosité est bien éveillée et au-delà de l'aspect financier qui ne m'intéresse guère, je pense qu'il serait important, ne serait-ce que pour vous, de découvrir les raisons derrière le changement de comportement de votre père, et je suis tout à fait pour vous aider à ça. Avant de vous donner les lettres, oui. Vas-y. Oui, je me penche à l'oreille de Richard et je lui dis on a passé une année ennuyeuse. Ce serait intéressant. Ennuyeux, c'est un grand mot. Mais disons que l'argent que nous avons fait avec la vente aux enchères de ces biens on peut se permettre de faire un petit remerciement. En tout cas, si vous acceptez, je suis des vôtres. Eh bien, écoutez, Lady Walter, c'est entendu. Moi aussi, madame. Bien sûr. Bien. Je compte, encore une fois, elle répète, je compte sur vous, sur la discrétion sur ce que vous pouvez trouver. Et si c'est légal ou illégal, dites-le moi, avant que toute autre action puisse être faite. Elle va vous tendre les lettres vers une caisse, et vous allez pouvoir voir un paquet de lettres, un sacré paquet de lettres, parce qu'il y en a pas mal. Le premier courrier est daté du 11 janvier 1925, il est bien expédié par un Douglas Henslow de Savannah, et à Mr. Walter Winston. Je suis soulagé d'apprendre que vous êtes rentré sain et sauf. Pour ma part, je suis revenu à Savannah presque immédiatement. Je vais aller droit au but, mon vieil ami. J'ai besoin de votre témoignage afin d'appuyer le mien. J'ai tenté de reconstituer les événements de l'été dernier, mais certains passages demeurent flous. Peut-être m'accorderait-on plus de crédit si elle venait aussi de vous. Je vous en prie, écrivez-moi et racontez ce qui s'est passé. Mes médecins refusent tout simplement de me croire. Première lettre du 11 janvier 1925. La deuxième lettre est Je fais les copies, je fais des screenshots. 16 juin 1926. Même expéditeur, même destinataire. Cher Walter, je comprends votre réticence à être mêlé une fois de plus à cette affaire. Je n'ai besoin que d'un témoin confirmant ce que j'ai vu était réel. Rassurez-vous, je n'ai jamais révélé le lieu des événements et ne le ferai pas. Votre ami, Douglas. Une troisième lettre peut être tirée d'une enveloppe jaunie par
le temps. 6 juillet 1927. Même destinataire, même expéditeur. Je me réveille souvent en sueur, hanté par le souvenir de nos amis. Dites-moi qu'ils ne sont pas morts pour rien. Dites-moi qu'ils ne sont pas tirés. Ça commence à être un peu, la phrase est un peu incohérente, c'est bizarre. Enfin, bizarre. Une autre lettre, un peu plus tardive maintenant. Nous sommes le 19 février 1929. Même expédie, même destinataire. Cher Walter, 5 années n'ont pas apaisé la douleur. Je ne cesse de me demander ce qu'il m'avait... que s'il m'avait suivi hors de cet endroit, il serait encore en vie. Je ne cesse de me demander que s'il m'avait suivi hors de cet endroit, il serait encore en vie. Douglas. N'est pas fini. En 1930, une autre lettre a été expédiée. Même expéditeur, même destinataire. 27 septembre 1930. Walter, si vous pouviez simplement envoyer votre version des faits, peut-être que les médecins nous croiraient, vous et moi. N'est pas fini. 13 octobre 1931. Mon cher Walter, peut-être certaines choses doivent-elles rester enfouies. Votre silence résonne comme une réponse. Une autre lettre, encore. Les lettres sont courtes, mais directes. 13 mars 1933. Les choses vont mieux ici. Je crois être enfin libéré de ce jour-là. Le ton a changé sur cette lettre. Clairement changé. Nous sommes il y a à peu près une année. L'adresse n'est pas la même, d'ailleurs vous ne voyez pas d'adresse sur la lettre proprement dit. Il y en aura sur l'enveloppe. Une lettre du 25 mai 1933. Cher Walter, je vous écris une dernière fois, je vous souhaite sincèrement le bonheur. Le ton a changé, on peut le dire, en mai 1933. Mais il y a une lettre. Maintenant, les lettres sont plus régulières, puisque nous sommes au 9 août 1933. Cher Walter, j'ai consigné mes souvenirs dans un journal, et je l'ai caché. Si vous souhaitez savoir où il se trouve, il vous suffira de le demander. Février 1934. 1er février 1934. Les lettres... Et on revient à la même adresse que avant. C'était pas la même adresse pour les 3 lettres précédentes. 1er février 1934. Walter, je ne crois pas pouvoir échapper à ce qui s'est passé. J'ai besoin que vous m'écriviez. Votre ami Douglas. Les lettres reviennent sur une supplique, alors que les 3 précédentes étaient plutôt teintées de rédemption. La dernière lettre date de quelques semaines avant la mort de Walter Winston. 14 avril 1934. Walter, ils me disent que rien de tout cela n'était réel, si tel est le cas. Je vous prie de me pardonner. C'est la dernière lettre. Voyez cette dizaine de lettres. Et donc vous allez voir... Et donc, en synthèse, vous allez voir que effectivement sur cette dizaine de lettres, elles viennent toutes à la même adresse, sauf 3, celles où c'est un peu plus calme, plus de la rédemption, qui viennent d'une autre adresse. La plupart viennent... Pourquoi j'ai l'impression qu'elles viennent d'un hôpital psychiatrique, je sais pas pourquoi. Oui, aussi. Mon instinct me dit ça. 513 West Henry Street, et l'autre adresse c'est 23 Old Hope Road à Savannah, Géorgie. Jeannette vous regarde, elles sont bien étonnantes, toutes ces lettres. N'est-il pas? Absolument. Mais j'ai l'impression que l'ami de votre père était très angoissé, et puis du jour au lendemain, son angoisse est partie et ça a fini par revenir alors qu'il a changé d'adresse. Peut-être qu'il a fait un séjour dans un hôpital psychiatrique qui aurait pu peut-être calmer certaines angoisses, et le fait de partir les aurait ravivées.
Ça veut dire que je n'ai fait aucune recherche dans la mesure où ça m'a pris des semaines avant de me décider à suivre cette piste et que je viens vous voir pour que vous m'aidiez. Bien sûr. Tu nous disais que dans celle où il a l'air apaisé, sur l'enveloppe, il y a une autre adresse, c'est ça? C'est le 23 Old Hope Road. Donc là, Savannah, Géorgie. Ouais. oui, et Douglas Henslow vivrait, c'est bien lui, hein, puisque c'est des lettres, hein, à Savannah, en Géorgie. Eh bien, ça vaudrait le coup peut-être de se renseigner auprès de cette personne. Il a l'air d'avoir des informations sur sur un événement qui se serait passé avec un père et qui pourrait peut-être justifier la raison pour laquelle votre père a changé du tout au tout du jour au lendemain. Déjà vérifions ces deux adresses. Hein. Absolument. C'est exactement ce pourquoi j'ai besoin de vous. Il n'est pas de mon rang d'aller sonner ou frapper à la porte de personnes dont j'ignore tout à Savannah. Je sais que vous saurez très vite identifier qui peut être cette personne, où elle vit, mais surtout ce qu'elle peut raconter. Allez le voir, ou allez les voir, enfin, qui sait. Peut-être... Comme je vous dis, mon père était associé avec plusieurs personnes. C'est sûr. Une fois, je les avais vus, ils étaient en voiture. Mon père nous avait demandé, ma mère et moi, de monter à l'étage, mais j'avais jeté un coup d'œil par le rideau. J'avais vu un homme qui était en chaise roulante et poussé par une dame, un seul instant, puis deux autres personnes, enfin... Je vous demande surtout d'être très discret, mon nom ne doit apparaître nulle part, vous comprenez? Nous comprenons. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui. Allez-y. Juste, je vois dans le hangar, il n'y aurait pas un téléphone? Alors non. À tout hasard? Non. Pas du tout. Les téléphones sont plus communs hein, que dans les années 20, c'est sûr. Mais là, non. Il n'y a pas... Pas là, en tout cas. Ok. Peut-être téléphoner, on passe ça en dehors de la rencontre avec madame, mais peut-être téléphoner, prendre quelques renseignements au bureau du shérif ou à la mairie, afin de savoir ce qu'on correspond de ces adresses. Est-ce que parce que là je suis en congé sabbatique, on va dire, de mon emploi d'agent du FBI, d'agent fédéral, mais est-ce que j'ai des contacts quand même qui seraient susceptibles de m'aider à l'agence à avoir des renseignements peut-être rapidement sans avoir besoin de me déplacer directement? Alors, tu pourrais, mais le Bureau of Investigation de l'époque, c'est une machine à investiguer. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de dossier sur tout le monde. Enfin, il n'y a rien. Enfin, Moyen de pouvoir récupérer le numéro de téléphone du bureau local, par exemple. Ouais, à Savannah, Parce qu'ils ont forcément le téléphone. Même à si Savannah, tu n'auras pas de mais... Bureau of Investigation à Savannah, c'est sûr. C'est trop petit. Mais en Géorgie, il y en a un. Ok, ça. Oui. En Géorgie, il y en aura. Certainement. Donc tu peux avoir... Oui, tu peux récupérer le numéro de téléphone. Bien sûr. Et tu peux avoir quelques informations, mais ça dépendra de quoi. Si la la personne est recherchée par le FBI, oui, tu auras des informations. Si la personne est un citoyen classique, il n'y a aucune fiche, il n'y a rien de... Voilà, tu n'auras pas, mais tu peux tenter le coup, parce que ça se trouve, effectivement, ce Douglas Henslow pourrait être fiché au banditisme, ce qui est possible, hein. Et là, tu pourrais l'identifier, bien sûr. Oui. Je vous dis, je pourrais éventuellement me renseigner sur ce Henslow, peut-être auprès du bureau de Géorgie, si c'est possible, s'ils ont des éléments, en tout cas, le concernant. Pour le reste, il faudra peut-être aller enquêter directement sur place.
Et Janet, c'est exactement pour cela que j'ai fait appel à vous, à Chantali. Mais ça reste très discret. Bien entendu, vous me connaissez. Voilà. Vos contacts et l'entregent, vos contacts plus l'entregent de Richard et je n'en doute pas les talents d'immersion et de discrétion de Monsieur McVoy suffiront à faire exactement ce dont j'ai besoin. Ce que j'attends de vous, c'est retrouver ce Douglas Henslow, découvrir ce qui est arrivé à mon père en 1924. Dites-moi si l'homme que j'ai aimé, comme un père, puisque c'est mon père, respecté, a combattu quelque chose de réel, ou s'il a été la victime d'une illusion qu'il a détruit. Dites-moi s'il a laissé derrière lui un danger pour moi, pour ma maison, pour ma famille, ou un danger pour quiconque serait tenté de rouvrir ce dossier. Bien entendu, vous avez accès à toutes les ressources. Si vous souhaitez aller à Savannah, elle va tendre la main vers l'avion. Franck est à votre disposition pour vous y amener dès demain. Je pense que ça peut s'avérer une chose à faire, en effet. Je ne sais pas ce qu'en pensent mes camarades. Ça nous permettra d'être beaucoup plus réactifs, c'est certain. Faire nos bagages, monsieur. Exactement. Tout à fait. Quant à vos bagages, s'il n'y a que ça, je peux vous donner une petite enveloppe afin que vous sachiez sur place le matériel nécessaire. Enfin, vous pouvez faire l'aller-retour jusqu'à New York. Bon bah écoutez, nous vous remercions, ça nous permettra d'aller d'autant plus vite. Oui. Et dans ma tête, je me dis, on ne rechie jamais sur un don. De toute façon, on peut décoller que demain matin. Oui, c'est sûr. Autant faire l'aller-retour et récupérer nos affaires. Il n'y a aucun problème. Hein. Elle va se lever et vous saluez, une voiture m'attend. N'hésitez pas, elle va vous donner un numéro de téléphone à New York et ses coordonnées aussi dans le Massachusetts, où vous pouvez la joindre par téléphone ou par télégramme. Hein, ça se fait beaucoup quand même par télégramme, beaucoup plus que par téléphone, vu le coût du téléphone. Et va vous saluer, vous serrer la main, et puis vous abandonner ici. Quand la porte va s'ouvrir, vous voyez qu'à l'extérieur de l'aéroport, les deux limousines qui étaient venues, ces deux limousines, c'est certainement les mêmes, elles sont revenues se garer en fait. Vous êtes resté un certain temps, le temps de regarder les lettres, de regarder peut-être une heure et demie là. Miss Janet Winston Roger va prendre une des limousines, vous laissant la deuxième. La suite, la prochaine fois.